Donc on en était aux entreprises, donc vous en avez vu une vingtaine en gros. Ouais, c'est ça. Et les patrons, vous avez vu quelle boîte? Enfin, pas au RSE ou RH, mais patron. ADP? Alors, ADP, c'était dans un cadre particulier, c'était dans le cadre de PE. Donc, D'accord. PE, c'est l'entreprise pour l'environnement, Oui. qui organise des petits déjeuners régulièrement avec des patrons d'entreprise qui viennent rencontrer, D'accord. qui viennent expliquer leur politique. D'accord. Et donc là, on était invité à un petit déjeuner, mais donc c'était vraiment, c'était dans un cadre qui était vraiment prévu à l'avance, et on était invité parmi d'autres personnalités. Et en fait, on a pu poser une question, mais c'est tout. On a vu Jean-Laurent Bonnafé dans le même cadre. D'accord. Et là, on a des entretiens prévus avec. Alors dans le BTP, ça a bien marché. Vinci, on a Vinci, Bouygues, et surtout les différents pôles de Vinci, à chaque fois, des jeux différents. On va avoir Suez, on va avoir Air Liquide, Transdev. Je disais Transdev, Wavestone. Et Transavia. D'accord. Et du coup, quand vous les voyez, vous leur dites, voilà, on porte cette démarche, et qu'est-ce qui se passe? Ça dépend. Pour le moment, du coup, on voyait surtout les responsables RSE, RH. Donc, l'objectif, c'était aussi de comprendre quels étaient les blocages. Donc, blocage par rapport à quoi? De comprendre pourquoi la transition écologique n'allait pas assez vite, pourquoi on voyait que les entreprises s'engageaient sincèrement et réellement, mais que malgré ça, tous les indicateurs qu'on a besoin d'inverser ne s'inversaient pas. Et donc voilà, donc la discussion qu'on avait, c'était d'une part informer, faire prendre conscience de l'élan étudiant, de la jeunesse en général, sur la question écologique, et d'autre part d'essayer de comprendre justement pourquoi ces indicateurs ne s'inversent pas, et où ils en sont dans leur réflexion, et qu'est-ce que nous éventuellement on peut apporter. C'est simplement discuter, quoi. Mais sachant Mais du coup, quand vous voyez les ressources humaines, c'est pas trop le bon interlocuteur, au sens où eux, ils n'ont pas tellement d'avis sur la contribution de l'entreprise à la transition écologique? Les ressources humaines, l'objectif, c'est pour le coup, c'est surtout eux au niveau du recrutement. Après, c'est eux qui décident qui y vont. Oui, je comprends. Après, souvent, les ressources. Je crois pas qu'on ait vu un directeur de ressources humaines seul. Oui, d'accord. Je crois pas. Parfois, c'est les deux vont ensemble. Oui, d'accord. Mais non, en fait, on n'en a pas vu seul. Voilà. Sachant qu'en fait, le moyen de pression, entre guillemets, si on peut dire que c'en est un, et de dire, de manière très caricaturale, parce que c'est pas exactement ça, on ne reviendra pas si vous ne bougez pas, a priori, c'est les ressources humaines que ça intéresse. Ensuite, c'est pas eux qui sont décisionnaires, donc c'est une première porte d'entrée, et donc on essaye de ça. Le but étant aussi, quand on voit du coup à grande échelle, de dire aux gens, au-delà de la pression qu'on pourrait exercer, finalement, juste on est sorti du même moule, on vient des mêmes écoles que vous. Sinon, on se fait ces réflexions-là, a priori, vous pourriez vous faire les mêmes. Il n'y a pas de raison que, on peut en discuter quand on est motivé pour que ça bouge, et on comprend pas ce qui bug, quoi. Voilà. Sachant que du coup, toutes ces rencontres nous aident à nous former, et on commence à identifier pas mal de blocages. Un de ceux-là, c'est que souvent les gens au sein même de l'entreprise ont du mal à comprendre exactement le sujet. Alors c'est un peu générationnel, mais même, nous on se rend compte quand on regarde autour de nous, dans le monde étudiant, les gens ont une culture personnelle sur le sujet qui vient des médias ou des conférences qu'ils sont pu aller voir par curiosité, etc. Mais rarement quelque chose de très construit. Et on pense qu'une partie du blocage vient de là. C'est pour ça qu'on essaye de pousser comme on peut l'enseignement supérieur, à la fois parce qu'on a des étudiants donc signataires qui peuvent aller voir leur direction pour dire qu'on a envie d'avoir des cours là-dessus, on n'a pas juste envie d'en entendre parler dans les médias. Donc c'est souvent assez inquiétant quand on entend parler dans les médias. On aimerait bien qu'on nous parle du sujet. Et en même temps, du coup, faire un peu d'autres lobbies à plus haute échelle pour voir s'il y a moyen de donner une impulsion par le haut à cette transition. Typiquement à HEC, puisque on avait des HEC. Oui, vu que c'est l'occasion, moi je suis à HEC en première année.
Et l'offre de cours ne prend pas du tout en compte l'écologie. À aucun moment, ni dans le socle commun qui est proposé, ni au sein même du socle commun. Si on prend les enseignements qui sont inhérents finalement à une école de commerce, à savoir l'économie ou la finance, on ne nous parle jamais d'écologie et on ne lit pas du tout le côté économie et écologie, ce qui est si on revient même à l'étymologie du mot, c'est une aberration. Économie, c'est la gestion de l'habitat et écologie, c'est les connaissances de l'habitat. Et on ne peut pas gérer un habitat si on ne le connaît pas. Et à l'heure actuelle, on n'a aucune clé. Enfin, les gens sensibilisés à HEC, il y a environ 500 signataires du manifeste étudiant. Ils sont tous sensibilisés, ils ne sont pas du tout formés. Et les écoles se sont pas du tout adaptées finalement et nous enseignent toujours les mêmes choses qui étaient enseignées. Et du coup, en management, en économie, en finance, tout ce qui est description de la création de valeur, il n'y a rien sur la création de valeur pour la planète sociale. Quand on aborde par exemple les externalités négatives par l'environnement, c'est balayé d'un revers de main si rapidement qu'on n'a aucune connaissance. Et les seules choses qu'on peut avoir, c'est via les associations qui créent des conférences, des événements, des sensibilisations. Et c'est tout. Les écoles ne font rien et n'incluent pas dans leur parcours. C'est pas seulement un parcours spécialisé pour HEC, 58 personnes qui choisissent un master en développement durable, mais au sein de l'information que tout le monde devrait pouvoir avoir, il n'y a absolument rien dessus. Oui, là, vous avez vraiment raison. Parce que c'est pas normal qu'on enseigne les bases du management aujourd'hui sans dire que quand on gère une entreprise, l'objectif c'est de créer de la valeur, bien sûr pour les actionnaires et pour les marchés, mais aussi qu'il faut s'intéresser à l'impact positif ou négatif sur la planète et sur les gens. Et on me répète à longueur de journée qu'on va devenir les nouveaux leaders du monde de demain. Et le monde dans 30 ans n'aura rien à voir avec le monde que les professeurs ont connu il y a 30 ans. Mais de toute façon, si la valeur créée n'est pas de la valeur durable au sens développement durable du terme, elle n'est pas durable au sens financier du terme, parce que tout ça va exploser. Donc. Et les écoles n'en prennent pas du tout. Je pensais qu'à HEC, ils avaient quand même plus intégré ça dans les cursus. Pas du tout. C'est un cursus spécialisé choisi par 58 personnes sur 350 une promotion. Mais c'est un constat qui est généralisable à toutes les écoles. Je pense pas que ce soit inhérent à HEC. Oui, tout à fait. Et le constat, c'est que vraiment, il n'y a pas de formation commune à la base. Et d'ailleurs, on parle de grande école, mais on parle d'enseignement supérieur, mais le constat, il est le même. Il n'y a pas que les établissements d'enseignement supérieur qui sont concernés. Ça se passe dès la primaire, quoi. Et il y a... c'est ce que Marion disait, il y a vraiment une étape entre la sensibilisation et la formation qui n'est pas faite. Et d'ailleurs, les entreprises qui sont qui veulent sincèrement s'impliquer sur ces questions-là nous disent aussi que en fait, ils ont personne qui est formé. Et donc, ils font de la formation en interne, celles qu'ils souhaitent, celles qui sont assez en avance sur ces questions-là. Mais ce qu'ils font, c'est de la formation en interne parce qu'en fait, à part vraiment des spécialistes de la question qui ont un bac plus 5 en écologie, quoi, les gens ne connaissent pas ces problématiques-là. Alors que c'est une problématique qui est transverse, qui concerne tous les métiers, quoi. En fait, là, je suis d'accord. La manière dont on le prend, c'est... Pour l'instant, on se concentre sur le sujet service national universel parce que c'est une bonne opportunité. On monte un truc nouveau qui va potentiellement toucher toute une classe d'âge quand ce sera monté en charge. Et dans la partie tronc commun, on voudrait faire un espèce de brevet d'écologie, c'est-à-dire le truc de base qu'il faut savoir pour avoir la culture minimum, un peu comme quand on passe son brevet de secourisme. Et du coup, on a la base de la culture minimum. En gros, brevet de protection de la planète, quoi, d'une certaine manière, pour faire très simple. Donc ça, on est en train de le concevoir avec l'équipe qui gère le service national universel. Donc on est au tout début, la chance c'est qu'on est au début du projet. Et il y a un pilote du SNU qui aura lieu en juin, avec quelques milliers de jeunes. Mais après, si ça monte en charge, ce sera au moins une corde de rappel. Au moins une fois dans sa vie, on sera passé par là. Après, il faut remonter. Et donc il faut remonter dans les maquettes du lycée, du collège et même de la primaire. Et probablement reprendre l'objet éducation civique et y ajouter pas seulement c'est quoi la démocratie, mais aussi c'est quoi la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Donc ça, on a commencé, mais c'est plus long. Et puis les maquettes changent pas mal en ce moment. Mais c'est vrai qu'il faut aussi le mettre
dans la base des études et même dans les petites classes. Mais je pense qu'au-delà de faire une sorte comme le brevet de secourisme, vous éteignez la lumière, fermez-le quand vous brossez les dents, je pense qu'il faut vraiment changer la vision qu'on a à l'heure actuelle du monde de l'entreprise. On évolue toujours avec la même vision d'il y a 20 ans. Non, mais ça, c'est là, on parle pour le... Là, vous êtes sur le supérieur et sur le supérieur, je suis archi d'accord. C'est-à-dire, de toute façon, les entreprises qui marchent sont des entreprises qui se posent vraiment cette question-là et qui l'intègrent vraiment parce que l'une des questions posées, c'est comment j'intègre ça dans mon modèle de production. C'est-à-dire, c'est pas seulement j'ai mon action de production économique, je produis des produits ou des services, pour ça j'achète des trucs et in fine je vends. Et tout ça, ça me fait un compte de résultat et il faut que je répartisse bien ma valeur. Et donc à la fin, tout en bas du compte de résultat, je dérive une partie pour aller faire des trucs qui sont bien. Ça, c'est vraiment le niveau 0. Et c'est mieux que 0, mais c'est 0 prime. Et après, il faut remonter toute la chaîne de valeur. Donc il faut se demander comment je produis et comment minimiser mes externalités négatives et éventuellement produire des externalités positives. Et surtout, qu'est-ce que je vends? C'est quoi mon portefeuille de produits et est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est compatible avec la santé de la planète et un système social correct, quoi, en gros. Et progressivement, les entreprises se mettent à remonter ces questions-là d'un truc très périphérique à un truc très central. Et même les grandes entreprises d'énergie, par exemple, avant, elles fonctionnaient vraiment avec, d'un côté, j'ai ma production d'énergie, puis de l'autre, j'ai ma fondation. Et progressivement, c'est quand même en train de remonter le courant, quoi, comme le saumon, et d'atteindre progressivement le cœur on ne va pas pouvoir être dans des énergies fossiles éternellement, il faut développer le renouvelable, il faut diversifier le portefeuille, il faut aller vers plus de services, il faut accompagner la transition. Enfin bon, quand même, nos grandes entreprises françaises d'énergie, elles sont en train de se poser ces questions-là, plus ou moins vite, mais elles le font. Donc que ça ne soit pas enseigné, et qu'on ne se dise pas... mais dans toutes les matières des écoles de commerce, quoi. Marketing, finance. La finance, il y a la finance verte et l'investissement socialement responsable. Le marketing, c'est aussi comment est-ce qu'on fait un marketing d'aujourd'hui en s'intéressant au rôle de consommateur responsable. Enfin, c'est toute la chaîne, j'ai pas besoin de vous convaincre, vous êtes déjà convaincus. Et moi aussi. Et donc vous avez raison d'appuyer là-dessus. Et peut-être que nous, il faudrait qu'on envisage un partenariat avec les écoles pour appuyer... pour dire de nos jours, l'enseignement supérieur ne peut pas enseigner le management. Dans les écoles d'ingénieurs, je ne sais pas, parce que j'imagine que les ingénieurs, ces questions-là, elles sont dans le modèle lui-même. J'en sais rien. Alors, en tout cas, la Polytechnique, pas encore, on travaille. Enfin, du coup, on a fait la démarche de l'administration. Et qu'est-ce qu'ils en disent Ils ont été assez convaincus par l'idée que... Enfin, déjà, il y avait une envie qui était là. Donc, quand les élèves ont envie d'avoir des cours, ça va assez vite pour que ça passe à l'action. Et en plus de ça, ils ont été assez convaincus par l'idée que, qu'on parle de régler le problème ou de subir ses conséquences, c'est quelque chose qui va sous-tendre à l'évolution de la société dans les 20 prochaines années, évidemment. Et donc, former des gens qui sont complètement... qui ignorent complètement ces choses-là, ça fera difficilement d'eux des leaders de ce monde-là. Du monde de demain, oui. Donc ça, c'est le message assez bien passé. En plus, avec l'envie qu'il y avait, et puis le dynamisme des assos étudiants sur ce sujet-là, c'est en train de bouger tout de suite. En tout cas, ce serait bien que vous arriviez à identifier des leaders, c'est-à-dire des gens qui sont un peu en avance côté entreprise et côté système universitaire, parce que ça permet à la fois de valoriser les leaders et à la fois de tirer les autres. Donc je trouve que ça peut être une manière d'avancer. À la fois, vous allez solliciter et interpeller tout le monde, mais à la fois, s'il y a des écoles qui sont peut-être un petit peu plus petites et un peu moins prestigieuses, mais qui ont fait plus leur évolution culturelle, c'est pas mal de le dire. Si dans les entreprises que vous allez voir, vous en trouvez certaines, c'est pas mal de le dire aussi. Parce qu'il y a aussi une question pour les employeurs, comment vous incitez les étudiants à choisir leur employeur? Vous n'allez pas faire un benchmark, j'imagine vous-même. Vous leur dites allez voir quoi? Allez voir les rapports annuels, allez voir
les indices, les Ouais, index, c'est les super, labels, c'est très délicat comme question, c'est un peu la question qu'on se pose depuis le début. La réponse, c'est un peu aussi, c'est aussi à eux de. L'objectif, c'est que ils sont grands et ils cherchent que eux-mêmes. la Et... démarche vienne d'eux-mêmes. Ouais. Mais sachant que nous, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très compliqué d'y voir clair dans tout ça. Et donc, l'idée qu'on a pour le moment, c'est d'essayer de créer une grille de lecture qui pourrait orienter les étudiants sur quoi regarder dans une entreprise, quels critères. Il pourrait y avoir un truc sympa qui est les 10 questions à poser à un employeur potentiel. Ouais. Où là, parce que des labels, il en existe. Ah non, bien sûr. La question. Moi, il y en a un que j'aime bien qui est le label Bicorp. Mais bon, voilà. Mais c'est pas un label Danone, c'est un label qui existe. Et il y a quelques milliers d'entreprises qui sont certifiées Bicorp, pas que des françaises. C'est d'ailleurs essentiellement un label nord-américain à la base. Mais il y a celui-là, il y en a d'autres. Donc soit vous dites, regardez les labels et vous faites votre propre opinion sur les différents labels. Soit vous dites, en fait, pour juger de la sincérité d'une démarche ou l'importance, il y a quelques questions à poser, et donc on vous suggère de poser ces questions-là. Et du coup, c'est chaque étudiant, chaque sortant, chaque diplômé qui se fait son opinion à partir de ce corpus de questions. Puis après, il y a des questions par secteur, évidemment, parce que selon qu'une entreprise est dans le secteur financier, dans le secteur des énergies, etc., vous ne lui posez pas les mêmes questions. Et ça, je pense que vous n'avez pas besoin de faire A plus B pour les jeunes diplômés. Ils sont capables de savoir que si on va avoir une boîte d'énergie, il y a quelques questions à lui poser pour savoir ce qu'elle pense des énergies renouvelables. Mais après, vous pouvez avoir une espèce de trame transversale sur... il y a que 3-4 indices qui marchent assez bien, ou 10, je ne sais pas... Non, c'est vers ça qu'on s'oriente, effectivement. On a Non, et sans vouloir trop m'avancer, je vais m'arrêter si je dis des bêtises, mais le côté 10 questions à poser à son employeur, quand on en a parlé avec différents étudiants, c'était quelque chose qui était difficile à faire, dans le sens où les étudiants ne se sentent pas prêts en rencontrant un employeur. Ouais, c'est-à-dire, et à propos... Exactement. Et il y a quand même une volonté de pouvoir trouver un emploi quand même utile. Et une des idées, du moins, qui était explorée, je ne sais pas si elle sera conservée, ce serait de faire une sorte de grille de lecture dynamique, où finalement chacun pourrait, sélectionner les critères qui sont plus ou moins importants pour lui, parce qu'un label a X critères, par exemple, et on n'est pas forcément, on peut être d'accord avec, je sais pas, X moins 3 critères, et pouvoir sélectionner ses propres critères, les ranger et les classer, afin de trouver l'entreprise qui réellement, selon soi, est la bonne entreprise. Sachant que toute cette info est quand même très largement publique maintenant, parce qu'avec tous les efforts qui ont été faits dans la période précédente, il y a des rapports de développement durable, et beaucoup de chiffres sont rendus publics. Donc, si vous êtes plutôt sur une démarche de critères où chaque étudiant fait ses recherches et se fait sa propre idée, vous pouvez probablement les outiller un peu méthodologiquement en disant voilà où vous allez pouvoir trouver l'information. Une entreprise lambda publie normalement tel et tel type de truc. Après, il faut coupler les rapports développement durable et les autres indicateurs. Enfin, typiquement, certains rapports développement durable, on ne trouvera jamais une trajectoire claire de réduction d'émissions pour motiver que les degrés. Il faudrait regarder les trucs du côté de Carbon Disclosure ou même Bicorp. Science-Based Target. Science-Based Target, etc. Et donc, du coup, comme il y a plein de trucs... Mais après, ça, c'est un bon exemple. Sur le carbone, vous pouvez dire si c'est important pour vous. Commencez par regarder si l'entreprise a été à TCFD, si sa trajectoire a été validée par Science-Based Target, et si elle s'est donné un objectif de neutralité carbone à un horizon à définir. Si la réponse est non à ces 3 trucs, c'est pas bon signe. Bon, après, ça veut peut-être dire qu'il fait des trucs qu'elle ne l'a pas publié. Mais... Donc, vous avez peut-être quelques sujets de base sur lesquels vous pouvez mâcher un peu le boulot. C'est complètement ce à quoi on se rend. L'idée est de faire une version 2 du manifeste en septembre prochain. D'accord. Avec tout ça un peu inclus. Et du coup, c'est encore en cours de travail, mais il y a des choses de ce genre-là. Enfin, on imagine déjà, effectivement,
clairement, les objectifs de réduction, c'est assez clair que, a priori, c'est le premier truc auquel on peut penser. Et on met même un point un peu de vigilance à l'idée que ces objectifs-là ne soient pas à 50% fournis par une rupture technologique dont c'est pas trop. Oui, c'est sûr. Ni de la compensation massive de trucs achetés je sais pas où. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même souvent aussi ce qu'on rencontre. Il y a des choses aussi sur simplement le discours que l'entreprise. Nous, on dit dans le texte, il y a un problème aussi de l'idéologie de consommation du côté du consommateur. Les entreprises sont aussi acteurs de comment est-ce qu'elles les forment, comment est-ce qu'elles communiquent dessus. Ce qu'on disait au début, elles sont aussi responsables de comment elles forment leurs employés en interne. Ouais. On essaie de travailler sur un enseignement supérieur, mais si on veut bouger en moins de 15 ans, il y aura besoin d'avoir un peu ce travail-là à toute échelle. Et du coup, comment est-ce que le ministère peut vous aider, que ce soit François de Rugy, Brune Poisson ou moi? De toute façon, c'est le ministère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, je sais pas si toi tu as des choses. Vas-y, commence. Moi, je botte en touche. Enfin, en fait, moi, à mon sens. Vous avez le droit de répondre rien, hein? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas rien, c'est qu'on ne sait pas. D'accord. Moi, j'ai une question avant de répondre à ça. C'est, nos textes, on dit aussi donc, système idéologique, on dit système économique, c'est pour ça qu'on travaille avec l'entreprise. On dit aussi système politique qui peine à prendre les décisions ambitieuses qui sont nécessaires. Donc, nous, on aimerait bien comprendre où sont les blocages politiques, puisqu'a priori, il y en a quand même un peu. Est-ce que c'est comme disait M. Hulot, c'est les lobbies qui bloquent? Dans ce cas-là, on a bien raison de s'adresser aux entreprises en premier lieu et au discours qu'elles portent à leurs différentes parties prenantes. C'est plus en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aussi? Oui, je comprends. Au-delà de ça, Mme Poisson nous avait proposé quand on sortait une version définitive de ce qu'on attend des entreprises en tant que jeunes et la direction, l'entreprise idéale qui est soutenable. Il n'y a pas moyen qu'elle ne fasse pas ces simples choses-là, notamment dans ces émissions. Et à proposer un label ministère dessus, on nous avait proposé ça. Il faut qu'on y réfléchisse selon où on va. Mais voilà, du coup, il y a deux questions. En fait, je trouve que ça serait intéressant de passer un peu de temps dans votre question sur où sont les blocages politiques. Et peut-être du coup que vous conduisiez une espèce de série d'entretiens dans le monde de la décision publique, comme vous le faites auprès des entreprises. Après, en fait, j'essaye de réfléchir avec la bonne manière de répondre à la question. Sachant que l'État est aussi un employeur potentiel. Oui, et puis l'État, c'est pas unique. L'État, c'est des ministères, on n'est pas tous d'accord, il y a un système interministériel, il y a aussi des services déconcentrés, il y a des agences, l'État, c'est gros. Je pense que je vais vous donner ma réponse, mais ce sera qu'un bout de réponse, et ça vaudrait peut-être le coup même de se revoir avec ou sans HEC Alumni pour aller plus loin. D'abord, on a un problème de logiciel. Au sens où c'est un peu comme ce que vous disiez sur les cours à HEC, c'est-à-dire le système de pensée n'a pas complètement fait sa révolution sur quand on dessine une politique publique, la tension classique entre l'intérêt de l'économie, l'intérêt du social, les économies budgétaires, etc. Le facteur écologique et les externalités positives sur la planète ou négatives, on n'y pense pas systématiquement dans toutes les politiques publiques. On n'a pas encore un logiciel dans lequel on se dit tout vient de... C'est pas la peine de se fatiguer sur le reste si on ne règle pas la question écologique, et donc il faut qu'on l'intègre à très haut niveau. Dans la conception, dans la réflexion, dans la vision, dans le discours. Alors évidemment, ce ministère, c'est son credo, c'est sa vision, c'est ce qu'il porte. Mais tous les ministères n'ont pas complètement intégré dans leur discours, dans leur conception de politique publique, les enjeux de transition écologique. Le ministère de l'Agriculture, par exemple, est vraiment en train de l'intégrer.
Si vous écoutez les discours de Didier Guillaume, il parle de transition vers l'agroécologie. C'est pas pour ça que c'est facile à faire, mais si on prend le truc au départ, il faut déjà commencer par formuler l'ambition. Il y a des ministères qui... l'éducation nationale, c'est un sujet qui les intéresse, mais parmi 50 000 sujets, donc il y a la prise de conscience globale de l'importance du sujet, et on n'est probablement pas allé jusqu'au cœur du logiciel. Ensuite, il y a le fait que la transition écologique, ça coûte. Ça coûte en dépenses publiques et on a besoin d'investissements privés. Donc les investissements privés, c'est ce dont vous parlez dans la mobilisation des entreprises et dans le fait qu'il faut que leur business model intègre la nécessité de passer à un autre système de production et à un autre système de conso. Mais dans le système public, en France, on a déjà 46 ou 47% de prélèvements obligatoires. On a par ailleurs des besoins non couverts et donc c'est un sujet dans lequel tous les ministères se battent pour dire que leurs politiques sont vachement importantes et que du coup il faut les financer. Et donc c'est un frein. C'est un frein aussi parce qu'on ne peut pas monter les prélèvements obligatoires jusqu'au ciel, que c'est déjà très élevé et que le grand redéploiement, c'est pas si facile que ça à faire. Et probablement le troisième blocage, c'est le fait que tout ceci, ça impose des changements de comportement qui parfois doivent passer par des normes ou le mélange. Le changement de comportement, on l'obtient par incitation, c'est-à-dire avec des aides, et donc ça coûte de l'argent, versus on l'obtient par réglementation en disant désormais c'est comme ça et pas autrement et ça c'est interdit. C'est plus ou moins facile d'entraîner l'adhésion, de convaincre les Français. Et la taxe carbone, c'est quand même un bon exemple, puisque ça, c'est un mécanisme dont tous les économistes du climat vous disent qu'il est très vertueux. Modulo l'affectation, on n'a pas été très clair sur l'affectation de l'argent, mais au-delà de ça, ça consiste à augmenter les prix de façon obligatoire. Et les Français nous disent non. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et du coup, on a interrompu la trajectoire pour quelque temps, le temps de se reposer la question de fond, savoir comment on fait. La transition écologique, en fait, ça ne va pas se faire sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas anodin et ce n'est pas confortable. Il faut accepter que les modes de consommation, c'est plus les bons. Il faut accepter d'être plus directif pour tout le monde, pour tous les agents économiques. Et chaque agent économique ou chaque citoyen a une bonne raison de vous dire que oui, mais si je prends le recyclage, si on va voir les filières, les producteurs, ils vont dire oui, mais si vous ne le faites pas au plan mondial, notre compétitivité, oui, mais ça renchérit les prix, oui, mais c'est compliqué. Puis après, vous allez voir les consommateurs et vous leur dites désormais, vous allez payer une taxe proportionnellement à votre volume d'ordures. Ils ne vont pas tous être d'accord. Ceux qui vont y gagner vont être d'accord, ceux qui vont y perdre vont pas être d'accord, et ils vont dire de quoi vous vous mêlez, machin. Donc il y a une question de vision, il y a une question d'investissement et de capacité à choisir ça plutôt qu'autre chose, et puis il y a une question d'acceptation par tout le monde que ces choix il faut les faire et que même si parfois c'est difficile, c'est la même question que les 80 km/h d'une certaine manière, qui n'est pas une mesure écologique, et qui est une mesure qui n'a pas été particulièrement bien acceptée. Parce qu'on dit aux gens, oui, vous ne pouvez plus vous comporter comme avant, il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est des vrais facteurs de blocage. Et finalement, ça se traite un peu comme les facteurs de blocage des entreprises, ça se traite en travaillant sur tous les aspects. Et ça serait intéressant que vous fassiez le tour des ministères. En fait, ça serait même très utile. Et donc ça pourrait nous rendre service en réalité. Parce que nous, on est déjà convaincus en réalité ici qu'il faut faire tout ça. Mais par définition. Mais ça serait intéressant de le faire. Ça serait marrant en fait. Nous, on est très motivés. Enfin, du coup, on a déjà des rendez-vous prévus avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Enfin, je crois. C'est pas moi qui gère cette partie-là. Et de toute façon, ils seront là en débat. Si c'est un secret. Je ne sais pas quand vous utiliserez ça, pas tout de suite. Voilà, donc d'ici là, ce sera réglé. Mais en plus, effectivement, on avait demandé, on aurait voulu à ce qu'on débat avoir des gens du ministère de l'économie et des finances,
voir ce qu'ils pensaient de ça. Ça permet effectivement d'essayer de traiter le problème de logiciel, comme vous disiez. Ensuite, niveau argent, on n'est pas encore assez au point pour pouvoir dire quoi que ce soit. Non, mais le simple fait que vous réfléchissiez au constat sur... Le simple fait de poser la question sur quels sont les facteurs de blocage et que vous posiez cette question, à mon avis, est assez utile parce que ça permet de mettre ça dans le débat. Donc même si on n'a pas besoin d'avoir la réponse à toutes les questions, le simple fait de démarrer la démarche de questionnement est en fait assez intéressant. Mais après, et du coup, niveau acceptation, alors on a un public très très spécifique, mais un des points de notre texte, c'est aussi de dire on est prêt à sortir de nos zones de confort. Faut voir à quel point on va être suivi. Mais en tout cas, on a envie de travailler à moindre échelle que des choses comme on est prêt, ou ce genre d'initiative, parce qu'on a beaucoup moins de gens qui le suivent. Mais avec le facteur culturel en plus, qui est que du coup, même si les univers ne sont pas tous de grandes écoles, c'est ces gens-là qui s'engagent. Et ça, on pense que ça peut être un signal fort de dire qu'eux-mêmes sont les premiers à dire on va accepter de faire les concessions nécessaires et on ne va pas les demander à ceux pour lesquels c'est plus difficile que nous. En tout cas. Ok. Donc du coup, à la question qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, je pense que d'un côté, nous, on peut vous aider à travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour monter une plateforme des écoles qui se disent que oui, c'est quand même un sujet et que ce serait bien qu'elles intègrent ça dans leur cursus. On n'a pas forcément besoin de créer un label des écoles, mais juste que les écoles rejoignent l'engagement. Peut-être que vous n'avez pas besoin de nous parce que ça va se faire tout seul, mais ça dépendra un peu de ce que vous dit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais ça, on peut vous aider. Et après, dans l'autre sens, je pense qu'on peut vous aider à prendre des contacts dans les ministères au cas où vous n'y arriveriez pas. À mon avis, vous n'aurez pas de problème, mais au cas où ça bloquait. Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est que vous me disiez où aller en priorité. Typiquement, vous nous dites que le ministère de l'Agriculture, ils sont quand même en train de prendre conscience de ça. Peut-être que c'est pas forcément les premiers qui faudrait. Oui et non, parce que ça peut être sympa que vous alliez voir l'agriculture et que vous disiez ils sont en train de prendre conscience de ça, donc c'est pas mal. Ça, on peut réfléchir à dire quels seraient les ministères qui seraient intéressants de mettre dans une discussion de ce type. Et après, si on est sérieux sur l'éducation et si on arrive à avancer un peu, il y aura peut-être des moments de formation, de sensibilisation à faire dans les écoles. Et là, si vous êtes plusieurs milliers, ça peut être sympa que chacun d'entre vous s'engage à aller passer quelques heures dans une école une fois par an. Donc il y a peut-être un truc à monter aussi. Pas sur un truc lourd, sur un truc léger. En tout cas, il y aurait un vrai impact à pouvoir faire de la formation. À ce que des jeunes aillent voir des plus jeunes pour les former. Alors, je ne sais pas si nous, techniquement, on a les moyens parce qu'on n'est pas hyper nombreux. Je sais qu'il y a d'autres jeunes engagés, d'autres assos étudiantes pour qui effectivement c'est une question. Comme aujourd'hui, il y a plein d'assos étudiantes dont l'objectif c'est d'aller aider les jeunes en milieu défavorisé sur le plan scolaire. Il y a de plus en plus, même si ça reste assez modeste, d'initiatives qui sont assez similaires, mais pour les former sur les questions écologiques. C'est vrai que ça gagnerait vraiment mais sachant que, à grandir, sachant que nous, ça gagnerait à grandir, mais je pense que nous, on n'a pas techniquement je comprends. C'est un truc qu'on met par exemple dans le tronc commun qu'on viendrait voir dans ces enseignement supérieur. Au-delà des capacités intellectuelles de saisir, de poser le problème, de poser correctement le problème, être capable aussi de le transmettre, quoi. Parce que si on veut transmettre la maladie, il faut déjà une bonne quantité de gens infectés et qui soient contagieux, quoi. C'est pas une bonne métaphore, mais...
Bah, j'ai eu l'intention. Non, mais vous cherchez à transmettre un truc positif, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est en ce sens que on doit pouvoir trouver mieux en métaphore. Allez, on va évangéliser. Ok. Non, même pas. Ok. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, moi, je discute avec Brune et François de Rugy pour voir ce qu'ils font déjà sur la partie grandes écoles pour qu'on ne soit pas plusieurs à dupliquer, etc. En tout cas, que le ministère vous aide. Sur la tournée des ministères, on revient vers vous avec notre avis des ministères intéressants et potentiellement les contacts, les points d'entrée dans les cabinets. Donc ça, c'est nous. Et puis du coup, bah, je regarde peut-être pour le 7 mars avec mes collègues. Super. Ok, donc nouvelle version septembre, c'est ça, bon, on a le temps du coup. Oui, on attend. Alors, nous, on s'y met déjà Ouais. parce que vraiment, on avait commencé à écrire notre texte en avril. Je pense que c'est D'accord. un texte, là, on a des projets ambitieux. Ouais, enfin, en plus de ça, du coup, si on veut à un moment confronter un peu ce qu'on a construit avec, soit vous, soit quelqu'un d'autre équipe, peut être très intéressant au-delà du label. Oui, de bien savoir sûr. Le retour. Bah oui, avec de plaisir. gens d'expérience, Ça marche. pour que ça soit pertinent. Bon, en tout cas, bravo, c'est chouette comme initiative. Merci beaucoup. Bon, bah merci. Merci de nous avoir invités ici. Ah non, avec plaisir.